pas faire exactement de la même façon que d'habitude. Donc on va vous présenter des cas imaginés, je dis bien qu'ils sont imaginés. Et en fonction de... Donc il y aura 2 cas lors de cette table ronde. Et sur ces 2 cas, justement, donc les intervenants ici présents, que je vous présenterai aussi également, vont réagir un petit peu sur ces cas et poser des questionnements, voir des solutions ou des réponses. Et après, il y aura, vous aurez des questions à poser. Donc on a décidé vraiment cette année de donner au public la parole, parce que c'est vrai que ça nous a été reproché un petit peu les années précédentes, qu'il n'y ait pas assez de temps de parole aux personnes présentes. Donc là, il y aura un grand échange. Donc par contre, c'est vrai qu'il faudra gérer, puisque comme il y a 2 cas, c'est vrai que pour pouvoir passer au 2e cas, qui sera une situation différente, il faudra faire attention au temps. Donc voilà. Je voudrais remercier tous les intervenants présents, ainsi que M. Valblanc, inspecteur d'académie. Il a, avec l'aide de collaborateurs, vraiment contribué à fabriquer cette table ronde premier degré. On a eu des réunions au préalable de cette journée pour vraiment justement construire le contenu de cette table ronde. Je voudrais remercier vous qui êtes présents, parce que vraiment c'est pour vous qu'on fait ces conférences. Et merci d'être là. Merci aussi à tous les bénévoles des associations sans qui cette journée 10 ne pourrait pas exister. Et puis au nom des 4 associations, j'espère qu'on répondra le plus possible à vos demandes, sachant qu'on ne pourra sûrement pas répondre à toutes les questions, mais on essaiera de faire de notre mieux. Je vous rappelle aussi qu'on vous a donné des enquêtes de satisfaction, donc c'est très très important pour nous justement de recueillir vos appréciations, etc. par rapport à cette journée pour pouvoir construire la suivante. Donc c'est vrai que ces petits questionnaires, merci de les remplir et de les redonner à l'accueil en partant si vous pouvez. Et n'oubliez pas qu'il y a une autre conférence donc, de clôture, où là on fera une sorte de résumé de la conférence du matin et des différentes tables rondes. Et on essaiera de réagir, et pareil aussi, donc, avec un échange de la salle. Voilà. Alors le plan, donc on va vous présenter les intervenants. Première situation avec questionnement, échange avec la salle. Deuxième situation avec questionnement, échange avec la salle et conclusion. Donc les différents intervenants présents, donc vous avez Madame Ritter, inspectrice d'éducation nationale ASH, qui sera animatrice, mais aussi qui pourra répondre à vos questions et sur des situations aussi qui sont données. Nous avons Corinne Gardy, conseillère pédagogique circonscription ASH, donc elle vous expliquera un petit peu justement à quoi sert sa fonction. Donc Cécile Gilou, enseignante CP en milieu ordinaire. Mathilde Laurent, enseignante spécialisée en CLIS TSLP. Pareil, on vous réexpliquera un petit peu les cycles parce que c'est du jargon éducation nationale, en tout cas pour les parents. Et Madame Trouillet qui est médecin scolaire. Voilà. Peut-être utile, oui, de repréciser un petit peu. Alors Madame Ginoux, vous avez compris que Madame Ginoux, nous allons faire les liens nécessaires à nos échanges de cet après-midi et nous y arriverons très bien. Je vous laisse dire qui vous êtes professionnellement. Alors, finalement, je suis formatrice, enseignante en CP, en milieu, en école ZEP sur Gifort. Voilà, alors maître formateur, précisez un petit peu. Vous avez un diplôme supplémentaire aux enseignants, voilà, dire des classes ordinaires. Oui. Voilà, je forme des stagiaires dans ma classe. Voilà, vous recevez des enseignants néo-titulaires, débutants, et vous accompagnez leur formation. C'est ça. Je suis enseignante en CLIS TSLP, donc TSLP, troubles sévères du langage et de la parole, pour des élèves donc, sur le premier degré de l'âge du CP ou CM2. Et CLIS. Oui, voilà, CLIS. CLIS, ça veut dire classe d'inclusion scolaire, pour des personnes qui seraient un petit peu éloignées du système scolaire. Vous pouvez peut-être préciser qui sont vos élèves de CLIS. Alors, les élèves sur les CLIS TSLP sont des élèves qui sont sortis du milieu ordinaire puisqu'une orientation a été décidée. Donc, ce sont des élèves multidys, dyspraxiques, dysphasiques, dyslexiques sévères. Voilà. Alors, ils ont en fait la particularité de bénéficier de ce dispositif CLIS. Vous les regroupez la plupart du temps avec vous pour des enseignements, mais en parallèle, ils sont inclus dans des classes ordinaires sur plusieurs séances par semaine. Voilà, donc en fonction de leur capacité et de leur âge, ils sont dans les classes ordinaires pour les matières dont ils ont la capacité de suivre un cursus ordinaire.
et reste dans le dispositif CLIS pour toutes les autres matières, ou alors également en aide, en compensation pour qu'il puisse suivre les matières en classe ordinaire, en soutien. Donc Françoise Hébert, inspectrice éducation nationale dans le département du Rhône, en charge de, c'est un petit peu long, l'adaptation scolaire et la scolarisation des élèves handicapés. Nous sommes 3 dans le département et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai plus particulièrement le dossier 10 au plan du département. Corinne Gardy, je suis donc conseillère pédagogique de circonscription à SH1, adaptation et scolarisation des élèves handicapés. Donc, je travaille au quotidien dans la formation, l'accompagnement, l'aide pédagogique en direction des enseignants qui ont des élèves dans les dispositifs comme justement les CLIS TSFP ou les ULIS TSFP ou les établissements spécialisés. Je peux également intervenir avec mes collègues pour les enseignants qui sont en classe ordinaire dans le cursus et qui ont des difficultés pour aider un élève dans la classe qui présente des troubles 10. Voilà. Donc, je suis chargée des dossiers sur les troubles spécifiques d'apprentissage et de la surdité. Je suis Madame Trouillet, médecin scolaire, diplômée avec un baccalauréat universitaire sur les troubles des apprentissages. Mon secteur est Neuville, qui comprend la maternelle jusqu'au lycée. Et j'interviens déjà en visite médicale pour les petits de grande section, où on fait le dépistage sur les difficultés d'apprentissage qui pourraient apparaître plus tard. Et après, à la demande, soit en primaire, soit en lycée, soit en collège, en fonction des demandes, soit des professeurs, soit des parents, ou même d'autres partenaires de l'éducation nationale. Voilà. Donc on va présenter peut-être le premier cas. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelques mots, Madame Pio, de ce principe de travailler à partir de cas? Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est un choix de cette année. Oui. Il mérite d'être un petit peu, j'ai envie de dire, justifié, peut-être explicité. Bah, disons que c'est vrai que chaque année on essaye justement de changer un petit peu le contenu. Et c'est vrai que là on a voulu vraiment partir de cas pour positionner. Alors c'est vrai que le premier cas sera plus un enfant en situation hors handicap, donc avec non-reconnaissance de la maison des personnes handicapées, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour cet enfant-là. Et puis dans le second cas, on aura plus un enfant qui lui relève de la situation du handicap. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir pour nous des enseignants de CP, mais aussi des enseignants de CLIS, puisqu'ils vont avoir un regard différent. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants dans les classes ordinaires. On pourra parler de tous ces dispositifs aussi d'aménagement, d'accompagnement, et qui ne relèvent pas toujours forcément d'une situation de handicap reconnue, en tout cas par la maison des personnes handicapées. Donc le but, c'est vraiment ça. Et puis je crois que vos questionnements à vous apporteront aussi aux intervenants justement des questions auxquelles on essaiera de répondre. Voilà. Donc ces cas, on a travaillé à plusieurs dessus, hein, comme je vous ai dit, ce n'est pas des cas d'enfants qu'on connaît, qu'on a pris et qu'on met comme ça en amont. Non, là c'est en fait, on a essayé de trouver un petit peu des cas, on va dire un peu généraux, mais en même temps qui peuvent relever justement de questionnements. Voilà. Donc on va vous parler donc, de la première situation. Donc je vais l'afficher en même temps que je vais la lire. Donc Max est élève en CE1. Il a été maintenu l'année précédente en CP en raison de ses difficultés encore importantes en lecture. Son enseignante actuelle met en place un certain nombre d'adaptations pédagogiques pour aider Max au quotidien dans la classe. Gestes Borel-Messonnier, des couleurs sur les écrits, lecture orale des textes longs par l'enseignante, aide à l'écriture, photocopie. En accord avec la famille, l'aide du RASED a été sollicitée en raison du comportement très agité de l'enfant. Un suivi auprès d'un psychologue libéral a été mis en place. Malgré tout, l'équipe enseignante demeure démunie et reste en questionnement par rapport à cet enfant. Je donne la parole. Merci Madame Bio. Alors en fait, bon, ce qui nous importe là, hein, c'est que chacun puisse prendre la parole à partir de la place institutionnelle qu'il occupe pour, en quelque sorte, donner des éléments qui complètent l'analyse, hein, et dire comment l'institution scolaire, premier degré, doit agir par rapport à cet enfant-là.
Alors, c'est vrai que en tant qu'inspectrice, je dis que bon, un des premiers, bon, si on prend un petit peu notre cas bon, dans l'ordre d'apparition des informations, je me suis dit quand même que c'était intéressant d'interroger l'enseignant potentiel du CP. Voilà. et de lui demander, un petit peu à chaud comme ça, mais finalement, bon, quand vous lisez ces situations-là, bon, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que c'est que, a priori, éventuellement, la palette de ces enfants qui sont en difficulté de lecture au CP? Comment est-ce qu'en tant qu'enseignant du CP, finalement, vous identifiez que l'enfant est en difficulté? Et qu'est-ce que ça vous évoque à l'heure actuelle, avec éventuellement, bon, c'est ce premier... quelques éléments de repérage par rapport à un trouble éventuellement d'apprentissage, mais pas seulement. Voilà. Dans quelle complexité êtes-vous, autrement dit, quand vous avez dans votre classe un enfant en difficulté en lecture au CP? On est face à un enfant qui a du mal, souvent, enfin, en prenant ce cas-là, parce que ça m'est arrivé, face à un enfant qui a du mal à comprendre ce qu'on lui demande et à rentrer dans les exercices demandés. C'est-à-dire que il y a reconnaissance des sons, par moment est déficiente et puis par moment est déficiente. Et on est un peu démunis, on cherche différentes manières d'intéresser l'enfant et de le faire entrer dans les apprentissages. Et avec beaucoup de peine, parce qu'en fait, on a une classe entière. Et différencier pour un élève particulier, c'est très difficile. Alors, l'année avance et il nous arrive d'arriver au mois d'avril et se dire, bon, on a fait ce qu'on a pu et puis rien ne s'est passé, peut-être qu'il faudra un peu plus de temps. C'est souvent la raison pour laquelle on maintient l'enfant en CP. Voilà. Maintenant, une deuxième année dans la classe de CP doit être... accompagné de diverses choses de manière à ce que l'enfant ne refasse pas une année qui ne lui serve à grand-chose, c'est-à-dire que ce soit utile pour lui. Et on prend en considération le fait qu'il ait déjà fait une année de CP en proposant d'autres outils. C'est ce que moi je fais dans ma classe. Donc ce qu'on a appris de l'enfant précédemment nous aide à adapter le plus possible, c'est-à-dire ce qui est du travail phonologique. Alors on a des aides personnalisées, des heures actuellement donc dans les écoles où on peut prendre les élèves en petits groupes, 2-3 élèves ensemble. Donc on peut les aider par ces moyens-là. Je pense que si l'enfant a été maintenu en CP, c'est qu'on est arrivé au bout de ce système et qu'on n'a pas réussi à l'aider suffisamment. La deuxième année, on a un programme particulier avec lui et, en tout cas dans ma classe, ça m'est arrivé, le RASED est intervenu dès la deuxième année. On n'a pas attendu le CE1, on a dit ça ne se passe pas bien, on a besoin de l'aider, qu'est-ce qu'on peut faire? Même dès la première année, souvent, on dit on a un souci au niveau du maître E, alors on a des spécialités dans le RASED, on a des maîtres spécialisés plutôt pour la rééducation, puis on a des maîtres spécialisés plutôt axés sur l'aide à l'apprentissage. Et moi, j'ai eu fait appel à un maître spécialisé pour l'aide à l'apprentissage. Alors, c'est vrai que bon, au CP, dans ce que vous présentez, bon, il faut que je reprécise qu'au niveau du département, bien évidemment, on intervient même en amont du CP. Je disais que les difficultés dans le champ des apprentissages peuvent se faire voir et les RASED, réseau des spécialisés aux élèves en difficulté, sont proches des écoles, sont proches des classes et sont dans des stratégies d'analyse de la difficulté scolaire et dans des stratégies de prise en charge à partir de cette analyse qu'ils font avec des démarches particulières.
Voilà. Alors, vous nous avez dit un petit peu par rapport à le focus de la maîtresse, hein, c'est-à-dire, bon, c'est un enfant qui n'arrive pas à rentrer dans les activités qui lui sont proposées et pour lesquelles on peut mettre en place de l'aide RAZ ou de l'aide personnalisée. Je voudrais peut-être me tourner tout de suite vers le médecin scolaire parce que cette même question, la difficulté d'apprentissage de lecture, je voudrais tout de suite qu'on la croise avec l'analyse que vous faites, vous, en tant que médecin scolaire, et la manière dont éventuellement, au sein de l'école, dès cette première année de CP, la deuxième année de CP, vous avez éventuellement une action particulière qui va aider à comprendre cet enfant. Alors déjà, je vais essayer de reprendre les antécédents de cet enfant. C'est un enfant qui est dans l'évitement. Il est très agité. Savoir s'il est agité parce que c'est interne à lui-même ou s'il est dans l'évitement des difficultés. Si c'est un agité, on n'entend pas. Donc ça va mieux. Si c'est un agité interne parce que c'est un bougeon, un touche-à-tout, il ne peut pas rentrer dans les apprentissages parce qu'il a toujours l'esprit occupé à autre chose. C'est un diagnostic différent de s'il a un problème véritablement d'apprentissage, c'est-à-dire d'entendre, d'écouter les sons et de les reproduire. Il y a une autre question que je vais me poser, c'est est-ce que les troubles sont apparus dès le CP ou est-ce qu'ils sont antérieurs déjà, ils existaient déjà en maternelle? En grande section, est-ce que tout s'est bien passé? Si ça apparaît qu'à partir du CP, c'est vraiment l'apprentissage de la lecture qui lui pose problème. Et à ce moment-là, il faudra aller voir s'il n'a pas de problème ORL. Une mauvaise audition entraîne une mauvaise différenciation des sons. Il faudra poser aussi, au-delà des capacités visuelles intègres. Et au-delà d'une bonne audition et d'une bonne vision, c'est comment il va analyser les sons et comment il va analyser ce qu'il voit. S'il a ce qu'on appelle le traitement visuel, s'il est capable de faire la différence entre un O et un C, s'il voit bien le petit détail qui fait cette différence-là, s'il met de l'ordre dans les lettres, s'il fait pas, si un B et un A, ça fait bien bas et ce n'est pas la même chose que A, B, parce que certains enfants ont du mal avec cette mise en ordre des lettres. Donc, c'est un gamin pour lequel des tests phonologiques et visuels peuvent être intéressants pour savoir où se trouve cette difficulté-là. L'intérêt du médecin scolaire va pouvoir déjà de faire une orientation diagnostique. Il ne va pas poser le diagnostic, mais il va pouvoir orienter sur tel ou tel type de bilan pour chercher en quoi il est en difficulté. Parce que dans le topo qui est préparé, je suis intriguée au fait qu'il y ait besoin d'aide à l'écriture. Comment ça se fait qu'un gamin en CP, alors qu'au début en CP c'est quand même quelque chose d'assez lent pour rentrer dans l'écriture, comment déjà en CP il a besoin de cette aide-là? Il y a un problème graphique, de gestuel, ou un problème de repérage visuel, de reproduction de figures. Est-ce que c'est au niveau visuel? Donc il y a différents bilans en fonction de ce que l'instituteur va me dire, l'institutrice va me dire, va pouvoir m'orienter et me permettre de faire les tests en conséquent. Il y a un test qu'on utilise, en tout cas sur le Rhône, qui s'appelle la brève, batterie rapide d'évaluation, qui permet de tester et le niveau de langage, et le niveau phonologique, et les capacités de traitement visuel. Et en fonction de ça, on peut orienter l'enfant en orthophonie, ou en orthopsie, ou même en bilan psychomoteur. D'accord. Alors, vous nous avez déjà tracé plusieurs types de difficultés qui, pour vous, sont différents, c'est-à-dire des difficultés visuelles, des difficultés auditives, on a entendu ça, et là, vous avez un rôle à jouer en tant que médecin pour éclaircir, pour éclairer la manière dont on va pouvoir, à partir de l'analyse des difficultés, apporter des réponses pédagogiques. Oui. D'accord. Oui. Voilà. Je voudrais peut-être demander à... Bon, on va avancer un petit peu là dans notre travail. Bon, c'est notre enfant, il est en CE1. On a bien entendu qu'il avait fait 2 CP. Du point de vue de l'institution, je veux quand même redire à quel point maintenant nous sommes vigilants à éviter à tout prix le redoublement, et particulièrement le redoublement au CP, dont nous savons que, bon, bien entendu, il est parfois une réponse appropriée à un enfant qui, véritablement, pendant un premier CP, n'a absolument rien pu développer en termes de compétences de lecture, ou très peu de choses. Encore qu'il faudrait bien mieux mesurer ce très peu de choses. Mais bon, nous savons aussi que parfois la seconde année de CP est absolument inutile et qu'il faudrait mieux chercher un passage en CE1 avec tous les accompagnements qui s'imposent. Et c'est véritablement actuellement les orientations de travail institutionnel qui sont fortement demandées. Avec toutes les aides qu'on met à côté en place, on peut tout à fait envisager qu'un enfant passe au CE1 avec
on va dire, un équipement en lecture, en écriture qui reste un petit peu minimal, mais avec suffisamment d'aide pour pouvoir continuer à faire des apprentissages. Je voudrais me tourner vers Corinne Gardy par rapport à ce qui est dit de cet enfant actuellement au CE1. Alors, une enseignante bienveillante, je pense qu'il y a 2 mots à dire de cela, et puis après, les aides qui lui sont apportées. Alors, Corinne, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces aides-là? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que, d'une certaine manière, tu peux porter un jugement critique dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire nous dire l'intérêt, nous dire éventuellement les limites de ces différentes aides? Oui, alors cet enfant, on voit déjà que la maîtresse, elle est qualifiée de bienveillante. Je pense que déjà, tout enseignant doit être qualifié de bienveillant à la base. Mais elle est très attentive, en tout cas c'est aussi ce que ça voulait dire cet adjectif, à la fois essayer d'aider l'enfant au maximum et à valoriser ce qu'il sait, même s'il est en difficulté, il reste et il a très certainement des compétences. Donc l'aide qui est proposée, c'est une aide qu'on peut proposer, je dirais, à n'importe quel moment. Très souvent, il y a dans la tête des parents, et aussi parfois de certains enseignants, l'idée qu'on va répondre par des choses comme celles que je vais vous détailler, seulement quand on saura. C'est-à-dire, du coup, parfois c'est seulement quand on aura un diagnostic, et parfois c'est seulement quand il aura une situation de handicap proposée. Ça, c'est pas du tout. Dès qu'un enfant est en difficulté à l'école, et quelle que soit l'origine de cette difficulté, qu'on la connaisse ou qu'on ne la connaisse pas, l'enseignant, il va proposer des choses dans la panoplie d'outils auxquels il peut recourir pour aider l'enfant. Là, on est sur un début d'année de CE1, a priori, on n'a pas de diagnostic. Ça pourrait être quelque chose qui évoque une dyslexie, ça pourrait être quelque chose qui évoque un souci visuel, un souci auditif, on ne sait pas. Ça, c'est le médecin qui va le gérer. Moi, je suis l'enseignante, je suis dans ma classe, je me dis, qu'est-ce que je remarque? Ce que je remarque, c'est qu'il a telle ou telle difficulté. Donc la méthode Borel-Maisoni, à mon sens ici, proprement appelée méthode, c'est au départ une méthode orthophonique qui a été développée par une orthophoniste qui s'appelle Madame Borel-Maisoni, qui regroupe des gestes qui vont aider à prendre conscience à la fois soit de la prononciation et de l'articulation du son, soit à la forme graphique de la lettre. Par exemple, le A, on fait ce signe-là, et le AN, comme c'est un A qui va être nasalisé, vous pouvez vous amuser tout seul devant votre miroir, vous faites un A, vous le faites monter dans le nez, donc on va mettre ici le AN. Le ON, vous voyez, ça rappelle le O, qu'on va mettre dans le nez, ça fait du ON. Donc ça va donner des repères, d'autres repères que ceux qui sont purement auditifs à l'élève. Des repères visuels, puisqu'il est en difficulté sur l'auditif, on lui propose d'autres repères. Il y a des photos ou des gestes qui sont dessinés, qui vont permettre aussi de l'aider à réaliser l'exercice ou à mieux mémoriser. Par exemple, très souvent c'est fait, on fait une grande affiche, on met tous les mots du son A qu'on a vu, on va écrire le chat, nana, enfin bon, les mots qu'on a rencontrés. Donc on va coller sur cette affiche, ou pour cet enfant ou pour toute la classe, le signe manuel qui va remplacer le. Donc l'intérêt ici, c'est de lui donner d'autres repères et d'autres modalités d'entrée finalement de la discrimination sonore, soit visuelle, soit kinesthésique. On va mettre de la couleur sur les écrits, on se rend compte que son enfant il a du mal, non seulement à lire, mais peut-être parce qu'il a un problème de difficulté de balayage et de repérage des lettres. Ce qui était évoqué tout à l'heure, il confond le O, le C, il confond le B, le D, peut-être juste parce qu'il voit mal, peut-être aussi parce qu'on s'achemine vers quelque chose d'autre. Donc l'idée c'est d'aérer le texte, d'écrire relativement gros, avec des polices de caractères qui soient bien discriminées, de prendre des choses où on ne confuse pas au minimum les choses. Alors, il y en a certaines qui sont plus efficaces à ce niveau-là que d'autres. Par exemple, le Times New Roman, par exemple l'Arial, par rapport à d'autres où c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus appliqué. Et surtout, d'augmenter aussi l'interligne pour lui permettre de passer d'une ligne à l'autre et de se rendre compte qu'entre les deux lignes, il y a un blanc. Alors on peut renforcer ça en mettant de la couleur pour surligner les moments importants, les mots importants, les consignes, en fonction de l'objectif de l'enseignante. La lecture orale, comme c'est un enfant qui va être en difficulté pour lire, au sens lire à voix haute, déchiffrer, il va être très vite fatigué. Il va mettre beaucoup d'énergie dans ce déchiffrement et il ne pourra pas, il n'aura plus d'énergie en quelque sorte, pour reconstituer ce qu'il a péniblement oralisé. Donc il aura des grosses difficultés derrière de compréhension. Ça, il faut savoir que toute personne
on a des capacités d'attention et d'énergie cognitive limitées. C'est notre cerveau qui les gère. Donc en général, quand on a automatisé une tâche, on la fait en pilotage automatique et on garde toutes nos réserves d'énergie cognitive pour faire la tâche la plus complexe, ici la compréhension. Ces enfants-là, ils utilisent déjà un maximum d'énergie pour la première tâche de bas niveau. Donc juste dire que M-A-X, ça fait max. Donc forcément, ils n'ont plus d'énergie pour le reste. Et on ne peut pas étendre ces capacités. C'est impossible. Donc quand elles sont surchargées, elles sont surchargées. C'est comme une boîte, vous avez beau empiler les choses à l'intérieur, pour vous mettez couvert, et ça ne fermera pas. Donc c'est vrai que toutes les attitudes qui vont consister à dire à l'élève mais enfin, concentre-toi, mais là tu as dit max, bon alors c'est max, tu te souviens, etc. Ça n'aidera pas forcément l'élève. L'idée c'est de se dire, comme il est en surcharge très vite, il en fait un peu lui-même, et donc là il va lire, et le reste, si on travaille la compréhension, c'est l'enseignant qui va lui lire le reste du texte. Donc il garde son énergie pour tout ce qui est la compréhension. On peut aussi faire lire par un autre élève, hein, bien sûr, qui lit bien. On va lui proposer des aides à l'écriture puisqu'il y a des difficultés à écrire. On ne sait pas là encore pourquoi. Est-ce qu'il s'est coupé le doigt? Est-ce qu'on s'oriente vers un trouble moteur? Est-ce qu'il est probablement dyspraxique? En tout cas, moi, enseignante, je ne peux pas faire de diagnostic. La seule chose que je peux faire, c'est dire il a cette difficulté-là. Comment va-je y répondre? Je peux y répondre en faisant la dictée à l'adulte, en prenant des notes, en lui donnant des photocopies, en le faisant moins écrire, en le faisant moins copier. Alors, ce que tu nous as dessiné, Corinne, là, finalement, c'est déjà une stratégie pédagogique de l'enseignant qui se dit, peut-être y a-t-il chez cet élève des troubles 10. Voilà. En même temps, on peut aussi, ou autre chose, voilà, mais peut-être, voilà. Et des réponses pédagogiques un peu ouvertes qui cherchent, voilà. Et je crois que c'est effectivement ça, la stratégie à avoir, c'est-à-dire travailler avec le médecin pour pouvoir essayer de comprendre, prendre de l'information du côté du médical, et puis ouvrir la palette des réponses pédagogiques possibles. Ne pas oublier peut-être que cet enfant, c'est aussi un enfant qui a peut-être des difficultés cognitives du côté de la capacité à penser, ou alors qui est empêché aussi par rapport à des troubles affectifs, des troubles psychologiques. Alors si on avance un peu dans notre étude, on nous dit que le RASEL a été consulté. Je pense que la terminologie peut-être que je retiendrai plutôt, c'est que le RASEL a été sollicité pour apporter son aide, son éclairage, son analyse. Donc le RASEL, c'est, nous l'avons dit tout à l'heure, un psychologue scolaire, c'est un maître chargé d'aide à dimension pédagogique et un maître chargé d'aide à dimension rééducative. En gros, c'est les trois acteurs possibles d'un RASEL, et le RASEL travaille en équipe et va effectivement s'emparer, hein, on a bien vu là, que le RASEL s'était emparé d'une analyse pour cet enfant, et qu'au regard de son comportement très agité, il avait proposé donc que la famille se tourne vers un psychologue, sans doute pour une analyse à dimension psychologique, voire la mise en place d'une thérapie. Voilà, ça c'est une approche qui ne doit pas être enfermante. Nous avons entendu ce matin, et ça m'a particulièrement intéressé, moi, de voir à quel point le propos actuel consistait à dire qu'il n'y avait pas à cliver, il n'y avait pas à faire d'opposition entre ce qui était la difficulté affective et la difficulté cognitive, du côté des troubles cognitifs, hein, mais que sans doute on était plutôt maintenant dans une stratégie qui consistait à considérer que, eh bien, il y avait entre les deux une avancée commune, ou alors des freins éventuellement communs, et qu'il fallait bien envisager tous les paramètres du développement d'un enfant ou bien entendu d'un adolescent. Peut-être que sur cette question, docteur, sur la question du comportement, de l'agitation, peut-être que vous avez quelque chose à nous dire, vous. Ah, alors, c'est un petit peu difficile comme ça, texte brut, de savoir en quoi ce gamin-là est en difficulté. Oui. Que faites-vous quand on vous dit qu'un enfant est agité, et vous, en tant que médecin scolaire? Le psychologue parle, mais le médecin scolaire éventuellement aussi. Je veux déjà savoir dans quelles circonstances il est agité, si c'est tout le temps, si c'est que à l'école, si c'est aussi en récréation, s'il le fait aussi à la maison. Donc je vais demander à voir les parents pour savoir si cette agitation est permanente. À ce moment-là, ça m'oriente sur un autre diagnostic, ou si cette agitation elle est que en fonction d'une situation. Et si elle est en fonction d'une situation, ça veut dire que son agitation, c'est un évitement. Il cherche à détourner l'attention de sa difficulté. J'avais eu peut-être un souci avec l'enseignante. En fait, on parlait tout à l'heure de bienveillance, pour moi c'est fondamental. Le regard porté sur l'enfant par rapport à ses difficultés. Et je pense qu'à un moment donné, avec mon fils, il y a eu un blocage au niveau de l'enseignante. Pourtant, j'étais en contact régulier avec elle.
C'est elle qui a mis en place, qui a impulsé l'équipe éducative. Je pense qu'elle avait, pour moi, elle était bienveillante par rapport à mon enfant, vu les échanges qu'on a effectués ensemble. Mais je pense que le rapport qu'elle a eu avec mon fils, la relation qu'ils ont eue, je pense qu'il s'est passé quelque chose qui fait que ça l'a complètement bloqué. Et c'est pas la première fois, il y a eu aussi ce cas-là avec une enseignante de maternelle. Et à chaque fois, les années suivantes, il rattrapait tout le retard. Voilà. Donc j'insiste vraiment sur la bienveillance et puis le regard porté sur l'enfant. Si je peux me permettre, c'est là où le diagnostic est important. C'est parce qu'à partir du moment où on met des mots sur ce qui se passe, on n'est plus dans une sorte de confusion et d'incompréhension. Un gamin qui est agité, ça remet en cause ce qu'on est, parce qu'il est agité pendant qu'on parle, il est agité pendant qu'on lui explique quelque chose, ça veut dire qu'il ne nous écoute pas, qu'il ne tient pas compte de nous, et en tant que personne, ça exaspère. Et si on met le diagnostic de précocité ou d'hyperactivité ou de dyslexie, ben c'est pas l'adulte qui est en cause, c'est pas l'enfant non plus, c'est un dysfonctionnement de quelque chose. Et ça va soulager tout le monde. Ça soulage l'enseignant parce qu'il dit ah ben, si j'y arrive pas, c'est pas de la faute. Ça soulage les parents en disant ah ben voilà maintenant je sais pourquoi. Et ça soulage l'enfant parce que c'est non plus pas de sa faute et le regard qui était négatif sur lui va devenir plus porteur. C'est pour ça que l'intérêt du diagnostic est fondamental pour justement adapter le regard, l'attitude des adultes en fonction de cette. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, après. Attendez, pardon, madame, c'est madame Bio qui va distribuer la parole. Excusez-moi, madame, c'est madame Bio qui va distribuer la parole, s'il vous plaît, c'est son rôle. Hein. Voilà, beaucoup de personnes souhaitent prendre la parole. Hein. Juste pour répondre à ce qui a été dit. En fait, en CP, on ne pose pas encore le diagnostic. C'est ça. Et moi, contrairement à madame, à Caluire, moi j'ai été pris tout de suite en charge. Mais tout a été mis en place rapidement, au même niveau. Oui. Ce que vous pointez, c'est que malgré la bienveillance, je crois que c'est pour ça que le docteur a répondu comme cela, malgré la bienveillance, il y a eu une difficulté à apporter la bonne réponse. Et je crois que c'est pour ça que le docteur a pointé le fait qu'il fallait aussi des éléments d'explication pour ajuster la réponse. Justement, avant ça, tout à l'heure on parlait de vous, madame, de former les enseignants, justement à être très attentif aux troubles, déjà au niveau du CP. Moi je trouve que peut-être que si cette enseignante avait eu justement cette formation-là, peut-être qu'on aurait pu éviter cette année de perdu. Après, je n'ai jamais tout ça pour bien faire, mais je pense que voilà, à ce niveau-là, il y a eu vraiment un manque. Oui. Alors, ça a provoqué chez mon fils un blocage qu'on est en train encore aujourd'hui de la question. Sur la question de la formation, je redis qu'il y a une information très systématique dans le département du Rhône et également un livret qui a été affiché ce matin. Projeté les références d'un livret départemental qui permet aux enseignants d'avoir des informations, on va dire, de premier niveau sur les élèves 10 et qui est disponible sur le site de l'inspection académique, que les enseignants connaissent en principe, mais je pense que les parents peuvent aussi éventuellement le leur rappeler. Madame Bio. Oui, Madame Corinne-Gardy vous montre ce livret. Voilà, vous avez une copie de ce livret qui est téléchargeable, gratuit bien sûr. Il y en a un pour l'école élémentaire et un pour le collège. À l'intérieur, vous avez une très légère une information sur les troubles. Il y a des aides, des guides au repérage pour l'enseignant. Et il y a rubriqué toutes les adaptations pédagogiques et les aménagements qu'on peut mettre en œuvre. Et l'entrée est intéressante parce qu'elle est sur la difficulté de l'élève. C'est-à-dire l'élève n'arrive pas à écrire ou à copier, il y a une liste de propositions. C'est-à-dire qu'on a volontairement centré l'entrée sur ce que n'importe quel enseignant peut observer et pas sur un diagnostic pour pouvoir agir très tôt, dès la manifestation des difficultés. Madame, je donne la question. Oui, je poursuis sur ce thème. Mon fils est en CE1, il est dyslexique. C'est une question que je voudrais poser à l'enseignante de CP, justement. On parle toujours de bienveillance de l'enseignant. Moi, c'est moi qui ai en fait alerté les enseignantes en grande section, en CP et en CE1. J'ai jamais entendu parler des gestes Borel-Maisonnit, des couleurs sur les écrits, etc. L'enseignant ne m'en a jamais parlé. Est-ce que c'est bienvenu de ma part d'en parler, de faire la démarche d'en parler à l'enseignant,
ou est-ce qu'il risque de se fermer? Enfin, voilà. Moi, je suis dans le cas où j'ai l'impression que je fais beaucoup de recherches pour mon enfant, j'ai absolument pas de réponse dans le cadre scolaire. Voilà, et je reviens sur le fait que nous n'avons jamais vu non plus de médecin scolaire. Alors, l'idée d'autre, vous allez apporter des éléments de réponse. Médecin scolaire, deuxième note. Allez-y. Pour ma part, personnellement, si un parent vient et m'apporte des informations que je n'avais pas, je suis bien contente de les avoir. L'objectif de l'instituteur ou de l'institutrice, c'est de faire réussir ses élèves, et le plus possible d'élèves. L'objectif, c'est tous les élèves. Donc, s'il y a des informations supplémentaires qui viennent des parents, je ne vois pas pourquoi je les refuserais. Après, je peux comprendre que peut-être des personnes se sentiraient remises en cause et que ça leur est difficile parce que les parents ne sont pas des professionnels de l'éducation. Alors, oui, ça peut être difficile dans certains cas. Voilà. Je voudrais juste rajouter, dans toutes les propositions d'aménagement pédagogique qui sont proposées, beaucoup sont utilisées par les orthophonistes. Et vos enfants vont souvent tous chez l'orthophoniste. Vous pouvez, si ça vous est plus simple, en parler aussi avec l'orthophoniste, qui, elle, est très souvent en lien avec l'enseignant. Si vous avez du mal à parler avec l'enseignant de votre enfant, effectivement, ça peut peut-être parfois être compliqué, et du coup, l'orthophoniste peut l'amener. Parce que même si l'enseignant d'une classe ordinaire n'utilise pas tous ces aménagements parce qu'elle ne les possède pas encore suffisamment, parce que c'est des méthodes qui sont quand même complexes, fastidieuses, et c'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place du jour au lendemain sans l'avoir d'abord pris un petit peu en main. Donc en revanche, elle peut mettre pour l'enfant des choses en place que l'orthophoniste met, comme disait Madame Garbi tout à l'heure, ramener juste par exemple ce qui est travaillé sur les gestes, et bien reproposer les gestes aux enfants sans même les faire. L'enfant lui le fera en classe par rapport à ce qu'il fait l'orthophoniste. Donc ça peut être aussi un lien, un biais pour vous pour rentrer si rentrer directement par l'enseignant est compliqué. Voilà. On va s'en tenir là pour la première situation et puis bon, des choses vont être réévoquées, hein, c'est évident. On va prendre connaissance de la deuxième situation. Alors, Laure est une petite fille de 9 ans qui a été diagnostiquée dysphasique et dyspraxique. Elle est scolarisée en CM1 et bénéficie depuis le CE1 d'une AVS 12 heures par semaine. Des progrès constants sont constatés. Cependant, si elle parvient à déchiffrer, elle ne comprend pas toujours le sens des textes proposés. Son lexique reste pauvre, ses connaissances en culture générale limitées au domaine qui la passionne. Ses difficultés en mathématiques sont importantes, notamment en géométrie. La mise en œuvre pédagogique du PPS, projet personnalisé de scolarisation, devant être affinée dans certains domaines malgré des aménagements déjà mis en place, une ESS, équipe de suivi de scolarisation, est organisée par l'enseignante référente en milieu d'année. En effet, si l'heure progresse, elle semble en souffrance. L'orthophoniste et l'ergothérapeute, en accord avec les parents, s'interrogent sur la pertinence d'une orientation en 6e classique avec AVS. Voilà, donc on est sur une situation après diagnostic, c'est-à-dire que la MDPH a reconnu la situation de handicap et le fait que cet enfant ait une AVS, une auxiliaire vie scolaire, donc une aide humaine en classe 12 heures par semaine, est l'illustration de cette reconnaissance et donc correspond à une mise en place de compensation. Vous sentez que j'emploie à dessein de manière récurrente les mêmes termes de façon à ce qu'on partage bien cette culture autour de la loi de 2005, tout simplement, reconnaissance du handicap. Alors, ce qui nous est dit finalement sur les progrès constatés, déchiffrés, mais pas facilement comprendre. Peut-être que Corinne Garbi, tu pourrais nous en dire quelques mots là. Pour toi, ce type d'élève, finalement, c'est un élève qui est dans quelle situation scolaire? Qu'est-ce qui fait problème? Comment est-ce que l'on peut l'aider? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet élève-là a priori? Moi, je reviendrai, je ferai le lien un peu avec ce qu'a dit l'enseignante de CLIS TSLP. C'est-à-dire que cet enfant, elle est diagnostiquée, il y a forcément des rééducations mises en œuvre, il y a une AVS. Donc déjà, la première des choses pour l'aider,
c'est d'avoir un partenariat efficace. Un partenariat qui va comprendre évidemment l'élève en fonction de son âge, les parents et les rééducateurs. Les rééducateurs étant des partenaires et n'étant pas des prescripteurs de pédagogie. C'est-à-dire qu'ils vont apporter une aide, ils peuvent aider, ils peuvent conseiller, ils peuvent expliquer, mais ils n'ont pas, à mon sens, c'est le pédagogue qui va mettre en place la pédagogie. Donc, par exemple, on peut se dire que cet enfant, elle a, déjà dans le cadre orthophonique, un travail très spécifique avec un professionnel compétent sur ses difficultés de compréhension. L'enseignante, elle ne va pas s'en décharger, elle ne va pas refaire un travail d'orthophoniste non plus, ce n'est pas son rôle. Donc elle va travailler et axer son travail sur la compréhension en lecture, mais comme elle le fera avec tous les autres élèves qu'elle a aussi en difficulté de compréhension, tout en gardant à l'esprit, en ayant un éclairage particulier, à mon sens, qui est la connaissance à la fois de l'élève et de son dialogue, ou d'un partage d'outils éventuels, par exemple, avec l'orthophoniste. On voit qu'elle a des connaissances qui l'intéressent beaucoup, en particulier au niveau de l'archéologie. Bon, parfois c'est la préhistoire, parfois c'est très variable. Donc l'enseignante, elle va se servir de ça comme point d'appui. L'intérêt, c'est aussi de montrer à cet élève, mais aussi aux autres élèves, à ses pairs, cet enfant a des difficultés dans certains domaines, mais dans d'autres, elle a des vrais points d'appui, et il faut les mettre en œuvre aussi afin de la valoriser, de lui donner envie de poursuivre sa scolarisation et d'être à l'aise à l'école. Donc on peut imaginer, comme elle a des difficultés de lecture, et peut-être, c'est pas précisé, on peut l'imaginer lié à la dyspraxie et une dygraphie, mais on ne sait pas d'écriture, l'enseignante là va peut-être choisir de valoriser ses connaissances dans le cadre des programmes scolaires en lui faisant réaliser, par exemple, un exposé sur l'archéologie, la découverte de je ne sais quel monument ou autre qui va passionner cet enfant, qui va l'intéresser, et la modalité de restitution à la classe sera l'oral, ce qui va d'autant plus la valoriser. Et en même temps, on tiendra compte des éléments et des intérêts de cet enfant. Son lexique reste pauvre, effectivement, c'est lié au trouble, donc ça va être à la fois travaillé et sur le plan orthographique et en classe, comment le travailler. On peut faire un référentiel avec les mots, permettre à l'enfant de bien être au clair avec ce qui est travaillé, et puis surtout travailler sur la passation des consignes. C'est-à-dire que toute consigne va être passée à l'oral et ou à l'écrit, mais ça ne va pas servir qu'à la petite Laure, ça va servir à tous les élèves. Celui qui n'écoutait pas ou qui n'a pas lu au moment où on devait faire la consigne, il bénéficiera de la modalité orale. Et évidemment, l'AVS va avoir un travail de reformulation, de réexplication des consignes qui sera mis en œuvre, en tout cas pour la conception, par l'enseignante. L'AVS, elle doit aider l'élève à apprendre, à être autonome, mais elle travaille aussi sous la direction de l'enseignante. Donc c'est l'enseignante qui va axer prioritairement telle ou telle modalité de son travail. Et donc là, son travail, c'est informer sur la dysphasie et la dyspraxie, de conseiller, d'aider, de demander, de réaliser certaines tâches ou certaines choses à l'AVS. Oui, voilà, merci. Donc tu nous as dépeint une situation scolaire, j'ai envie de dire, qui serait la plus bénéfique possible à cet élève, hein, c'est-à-dire s'appuyer sur ses envies, et on sait à quel point ces enfants-là, ils ont besoin d'être soutenus, et donc ils ont besoin d'un positif pour eux, parce que c'est compliqué pour eux d'être à l'école, et puis aussi bien entendu mettre en place des choses qui vont l'aider à dépasser ses difficultés, à contourner ce qui peut faire obstacle. Hein. Sur la question de la neige, j'ai envie de tourner vers vous, mesdames, et peut-être de vous demander, bon, si vous avez des expériences, alors vous, madame, vous avez dans votre classe une AVS, vous, madame, vous avez peut-être des expériences avec des AVS dans la classe. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la manière dont vous conduisez le travail des AVS, de façon à ce que ça éclaire bien les parents sur ce qu'est l'AVS, l'AVS qui ne fait pas à la place? Alors, une AVS, elle est là de manière individuelle dans l'ordinaire. Quand elle est dans un dispositif tel qu'une CLIS, elle est là en collectif, c'est-à-dire qu'il y en a une pour la classe. Et elle est là comme compensation du trouble de l'enfant. C'est-à-dire qu'elle va lui permettre d'avoir un accès à des compétences qu'il ne pourrait pas avoir seul. L'AVS est sous, on va dire, sous les consignes de l'enseignante, c'est-à-dire que la personne responsable de l'enfant, l'enseignante dans la classe, va lui dire à tel moment, tu peux aider l'élève en faisant telle chose. Donc ça peut être pour des élèves, par exemple, dyspraxiques, d'écrire à leur place, puisque l'écriture est extrêmement fastidieuse,
Ça peut être également de les aider à mettre de l'ordre sur leur bureau, parce qu'ils ne vont pas trouver l'équerre, ils ne vont pas trouver la règle, le crayon ne sera pas taillé, ils ne pourront pas travailler, la séance en classe ordinaire sera terminée et ils n'auront pas pu commencer. Donc, toutes ces tâches qui semblent finalement aussi minimes soient-elles, vont envahir les enfants et ne vont pas leur permettre de pouvoir devenir élèves et de pouvoir rentrer dans les compétences. Et tout cela est défini par l'enseignante qui va essayer de donner à l'ABS la tâche qu'elle doit avoir à chaque moment et dans chaque partie de l'apprentissage avec l'élève. Puisqu'effectivement, une ABS ne fait pas à la place de l'élève. Elle ne va pas donner les réponses. L'élève va lui les formuler à l'oral et elle va par exemple les écrire. Ou alors lorsque les élèves vont travailler en lecture silencieuse, si pour eux la lecture est trop fastidieuse, alors qu'ils sont par exemple sur de la compréhension ou sur de la littérature, la compétence travaillée sera de la compréhension, là il n'y a aucun intérêt à ce que l'élève lise le texte. Il aura perdu toute son énergie à lire le texte et ne pourra plus répondre aux questions. Voilà, donc les missions des ABS sont définies par les enseignantes et sont là pour répondre aux troubles des élèves, pour pouvoir être compensés, pour qu'ils puissent, eux, avoir accès à des compétences. Des compléments peut-être autour de l'ABS, des expériences que vous avez pu avoir, de choses réussies, Je vais répéter, en fait, je pense, parce que les ABS qui ont intervenu dans ma classe ont fait ce travail-là, c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant travaille sur la compétence visée pour tous les élèves en n'étant pas gêné par son trouble, c'est-à-dire si c'est dyspraxique, s'il faut trouver des étiquettes, elle les découpera, si coller c'est lui difficile, eh bien elle les collera, mais c'est lui qui va lui dire celle-ci elle va là, etc. Par exemple, si c'est des étiquettes en CP pour remettre l'histoire dans l'ordre, des choses comme ça. Voilà. Ça, c'est sur l'organisation. Je crois que c'est très important. Tout le monde partage bien cette idée-là et que les enseignants soient vraiment les pilotes de l'action de l'ABS. Maintenant, un mot institutionnel par rapport aux ABS, puisque très souvent, on entend des propos qui éventuellement déplorent des rejets par la MDPH de demandes d'ABS, ou encore des propos qui sont des critiques envers, alors pour le coup, l'éducation nationale, département du Rhône, sur le fait que la mise en place est un peu moindre que ce qui avait été attendu. Il ne faut jamais oublier que l'ABS, c'est une aide à dépasser l'obstacle, mais c'est aussi un empêchement éventuel, ou en tout cas c'est le risque, à agir seul et à devenir autonome. Et il faut bien peser ces deux paramètres de l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous soyons tous dans l'idée que l'enfant que nous éduquons, que nous instruisons, il faut le conduire vers le plus d'autonomie possible. Voilà. Et nous sommes de plus en plus attentifs à cette question-là. Ce n'est pas du tout ABS, c'est de l'ABS pour faire quoi et comment penser qu'un jour il va falloir que cet enfant-là s'en passe le plus possible pour devenir un adolescent puis un adulte autonome et pour pouvoir après faire les choses par lui-même. C'est ça le projet pour ces enfants-là, pour tous ces enfants-là au maximum. Effectivement, pour des enfants extrêmement troublés, c'est un projet qui sera moins développable que pour d'autres, on en est bien conscient. On va passer à la question de... Ah, j'aurais voulu dire quand même que dans ce cas-là, moi ce que j'ai retenu, c'est que c'est une enfant qui est en souffrance. C'est-à-dire qu'elle a progressé, tout ce qu'on lui a apporté au niveau de l'école, des aménagements pédagogiques, des compensations du handicap, l'ont fait progresser, mais elle reste en souffrance. Et où est-ce que cet enfant-là va se trouver avec un regard positif? Je me poserai la question de qu'est-ce qu'elle a comme activité à l'extérieur de l'école, parce que pour cet enfant, la vie n'est pas que à l'école, mais aussi à l'extérieur, où elle peut avoir un regard qui est positif. La deuxième chose, c'est qu'au sein de l'école, elle n'est pas idiote, elle se rend bien compte qu'elle est en difficulté et qu'elle est la seule à être en difficulté. Les autres y arrivent et elle a des... Pas toujours, hein. Il peut y en avoir beaucoup d'autres qui n'arrivent pas. Oui, mais pas pour la même raison qu'elle. Et elle a un ABS, pas les autres. En tout cas, elle se retrouve un petit peu toute seule. Et c'est une enfant qui pourrait peut-être bénéficier d'être aussi avec d'autres enfants qui ont le même trouble qu'elle. Parce qu'enfin, elle pourra se dire « Ah, mais je ne suis pas toute seule, je ne suis pas anormale, il y en a d'autres. » Et il faut penser à ça, parce que ces gamins qui sont
avec un handicap. Et le handicap, il n'est pas global. Un handicap, c'est un acte de la vie quotidienne dans une situation donnée. Là, cet enfant-là, il a un handicap à l'école, dans cette situation-là, pour l'acte qui est de lire et d'écrire. Alors qu'ailleurs, elle ne serait pas dans cette situation handicapante. Donc cet enfant-là, moi je me pose la question de est-ce qu'un autre système de scolarisation ne lui serait pas profitable, parce qu'elle est quand même en souffrance et on n'est pas là pour faire souffrir les enfants. Alors c'est parfait, puisque c'est bien là où il fallait qu'on se pose la question, hein, dans le paragraphe suivant. Tout le monde a sous les yeux, c'est-à-dire finalement, on se dit que le BPS n'est pas suffisamment ajusté, hein, qu'il faut revoir peut-être le BPS et sa mise en œuvre. Alors, un petit élément de terminologie. PPS, mise en œuvre de PPS. Dans les textes et dans la réalité, la MDPH élabore un PPS, projet personnalisé de scolarisation, que actuellement vous, parents et nous, enseignants, nous trouvons beaucoup trop, on va dire, limité. Et qui, très prochainement, parce que la MDPH va être au travail avec nous sur ces questions-là, va prendre une dimension plus importante. Il y a des injonctions des deux ministères, de l'Éducation nationale et du ministère également des Affaires sociales, qui imposent que le PPS se développe, et c'est au travail dans le département du Rhône pour l'année à venir. Ça, c'est une chose. En complément du PPS, qui normalement s'impose à l'Éducation nationale, nous avons construit un outil qui s'appelle mise en œuvre de PPS et qui correspond, dans le département du Rhône, et dans les autres aussi, mais chez nous il y a un document particulier, à l'opérationnalisation par une équipe éducative du PPS qui s'impose à nous et qui a été élaboré par la MDPH. Je reprends ces propos de façon à ce qu'on soit clair sur la terminologie. Alors donc on est dans une situation où cette jeune Laure qui a 9 ans est en souffrance, comme vous le dites, et donc il va falloir qu'au moment de l'ESS, c'est-à-dire l'équipe de suivi de la scolarisation que l'enseignant référent réunit annuellement, hein, puisque attendu que nous sommes sur la situation d'une élève qui a été reconnue comme étant dans le champ du handicap, cet élève bénéficie de l'accompagnement par un enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés. Donc on n'a pas encore abordé beaucoup la fonction de ce professionnel. Hein. Les enseignants référents sont au nombre de 44 dans le département du Rhône et ils accompagnent la scolarité de tous les élèves qui sont reconnus handicapés par la MDPH du début de leur scolarité, ou en tout cas du moment de la reconnaissance du handicap, jusqu'à la fin de la scolarité, jusqu'à 20 ans, en scolarisation collège, lycée et BTS éventuellement. Ces personnes qui sont déchargées de classe sont en dialogue avec les familles, autant que les familles le demandent, sont en dialogue avec les équipes pédagogiques et sont aussi en dialogue avec la MDPH. Et ce sont des médiateurs qui suivent la scolarité des élèves et qui, une fois par an, réunissent ce qui s'appelle l'équipe de suivi de la scolarisation, qui finalement est une équipe éducative, sauf qu'elle est réunie par l'enseignant référent et animée par l'enseignant référent, et qu'à l'issue de cette réunion, l'enseignant référent élabore un compte-rendu qui va à la MDPH et qui va être un outil pour la MDPH pour réévaluer éventuellement le BPS. Hein, vous sentez qu'il y a cet effet de boucle qui fait qu'on réexamine très régulièrement la situation de ces élèves-là et leur BPS. Alors on est dans cette situation donc, où leur progresse mais sont en souffrance. On a des acteurs, partenaires, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, dont on a dit à quel point il doit être pour nous des personnes ressources, il doit être présent. Corinne Gardier l'a particulièrement développé tout au long de l'année auprès des enseignants, dans le dialogue, et puis le jour de l'ESS. Et on se pose la question de son orientation post-CM2. Elle est en CM1, mais on se pose la question de son orientation post-CM2. Je trouve intéressant qu'on se la pose dès le CM1, de façon à la préparer dans la tranquillité. Et qu'est-ce qui peut advenir? Donc, vous, docteur, vous avez déjà un petit peu esquissé une perspective. Est-ce que vous voulez reprendre? Et puis après, on donnera la parole à nos enseignants spécialisés. Oui. Alors, reprendre, en tout cas, c'est une question qu'il faut se poser de comment va être la scolarité de cet enfant qui va dans un univers primaire qui est assez enveloppant, qui tient compte de l'enfant dans son ensemble, c'est-à-dire qu'il a affaire à un institut ou 2 instituts, et c'est tout. Et quand il va aller au collège, ça va être quelque chose de beaucoup plus difficile, parce qu'il va devoir s'adapter à plusieurs professeurs, à un bâtiment qui est beaucoup plus grand, à un horaire qui est très, pas variable, mais variable dans la semaine. Et cette question-là,
pour une enfant qui est et dyspraxique et dysphasique, elle va être encore plus en souffrance alors qu'elle témoigne déjà d'une souffrance à l'école primaire. C'est une gamine où je lui pose la question d'une orientation dans une classe spécifique, dans une intégration spécifique pour elle. Ah, je pensais moi, parler d'Ulysse. Oui, et je crois que oui. Et il faut vraiment en tenir compte parce que il faut tenir compte de la souffrance d'une enfant. On ne se met pas assez à la place de l'enfant quand ils sont en trouble des apprentissages. Alors dire peut-être une Ulysse, parce que c'est vrai que récemment c'était UPI, donc voilà. Peut-être des gens qui Unité sont locale d'intégration scolaire. Ce sont des enfants qui sont inscrits dans leur classe d'âge. Ils sont rentrés en 6e, ils sont inscrits dans la classe de 6e. Alors il se trouve que dans le Rhône, on a différentes Ulysses. Donc pour cet enfant, ça serait plutôt une Ulysse TSLP, trouble sévère du langage et de la parole. Elle est inscrite dans sa classe d'ordinaire et elle aura des temps d'inclusion, enfin des temps un suivi avec un professeur spécialisé pour reprendre les cours, pour reprendre où elle en est. Alors là, c'est une pédagogie, donc je suis en train de déborder de ma oui, je ne voulais pas vous couper la parole. Unité localisée pour l'inclusion scolaire. Alors, il est vrai que dans le département du Rhône, nous avons pu développer des Ulysses spécifiques pour les élèves qui ont des troubles spécifiques du langage et de la parole, TSLP. Pour autant, le texte ne le prévoit pas a priori, il faut le savoir. Hein. Le texte sur les Ulysses, comme le texte sur les CLIS, prévoit différentes typologies, et pour les Ulysses, des troubles des fonctions cognitives, hein, c'est ce que j'ai dit un petit peu ce matin en introduction, mais dans le département du Rhône, nous avons quand même une population importante, nous avons pu aller vers des Ulysses à projet TSLP, qui sont en fait, en quelque sorte, des déclinaisons des Ulysses troubles des fonctions cognitives. Voilà. Je voudrais peut-être vous donner la parole par rapport à cette logique. Dispositif Ulysse, dispositif CLIS, vous qui avez une CLIS, donc TSLP, de quelle manière est-ce que vous pouvez nous dire comment évoluent vos élèves de CLIS vers des dispositifs Ulysse et éventuellement des bénéfices qu'ils ont pu en tirer? Parce que j'imagine que vous avez un peu des nouvelles de vos ex-élèves. Alors, les élèves arrivent en CLIS lorsque le diagnostic a été fait un peu plus tôt et que les élèves, non seulement à une grande vitesse dans le diagnostic, comme on l'avait dit tout à l'heure, mais pas seulement, sont forcément en souffrance. Parce que s'ils ne sont pas en souffrance et si, même si le diagnostic est important, si les adaptations dans l'ordinaire sont suffisantes, il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils puissent être orientés dans un dispositif particulier. Il faut tâcher qu'ils poursuivent dans l'ordinaire dans ce cas-là. Donc dans le cas contraire, effectivement, il existe des dispositifs. Donc CLIS en école primaire, classe pour l'inclusion scolaire. Et de là, donc les élèves ont un travail adapté. Ils retournent dans l'ordinaire, donc pour les matières dont ils ont les capacités, principalement, on va dire, tout ce qui ne relève pas du français, lorsqu'ils arrivent et qu'ils sont dysphasiques, dyspraxiques, dyslexiques sévères, tout ce qui va tourner autour du français et de la lecture, et très souvent, sachant que si bien sûr il y a une exception, l'élève pourra aller sur du français en classe ordinaire. Donc il va évoluer sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, selon l'âge à laquelle ils sont arrivés, et on va les faire évoluer à leur rythme. En fonction de leur avancée, en fonction de là où ils auront pu aller, ils pourront ensuite être orientés, effectivement, éventuellement, en Ulysse TSLP, et passer en collège, donc dans ce dispositif, qui est le même dispositif au collège qu'à l'école primaire, où les élèves vont aller en classe ordinaire, dans toutes les matières dans lesquelles ils ont la capacité, et au niveau du collège, le coordinateur Ulysse les aidera à pouvoir compenser les troubles dans les matières dans lesquelles ils sont déjà scolarisés, ou alors travailler les matières dans lesquelles ils ne pourront pas aller. Donc, pour les élèves de CLIS, ça peut être la continuité. Ça n'est pas la seule possibilité. Les élèves peuvent aussi être réorientés sur des cursus plus techniques et en sortant du handicap, notamment en SECPA, pour ensuite poursuivre sur des CAP, poursuivre sur de la professionnalisation pour des élèves qui ne sont pas du tout dans le milieu scolaire, ils pourront passer plus rapidement. Et certains élèves, certes en petit nombre, mais tout de même, retournent dans l'ordinaire.
Le dispositif Ulysse, je crois que bon, c'est ce qui est en dialogue pour cet élève-là. Au collège, l'acteur, qu'on appelle le coordonnateur d'Ulysse, pour chacun des élèves dont il a la responsabilité, alors entre 12, 14, 15, parfois dans une Ulysse TSLP, pour chacun de ces élèves, il va bâtir un projet au sein du collège qui va correspondre le mieux possible aux besoins de l'élève. Et il va l'enseigner dans certaines disciplines, souvent le français, en étant attentif à lui apporter toutes les compensations, toutes les adaptations dont il a besoin. Par rapport au dispositif, des éléments pédagogiques peut-être? Alors, ces Ulysse, le coordinateur, c'est soit un enseignant du premier degré spécialisé dans cette option, soit un enseignant du second degré, donc qui a une valeur disciplinaire, enfin, comme le professeur du second degré, qui peut aussi avoir bénéficié d'une spécialisation. Donc après, pédagogiquement, il va bien sûr aussi aider l'élève, reprendre certaines notions, lui permettre d'anticiper l'apprentissage de certaines notions, et puis il a aussi toute une fonction de chef d'orchestre, de médiateur, de renseignement, de coopération avec les professeurs du collège. Il va également les informer, les aider, mettre en place des aménagements, ou leur expliquer les aménagements, ou des outils spécifiques, par exemple, on peut imaginer pour cet élève, et il va les guider, les aider, les conseiller, et travailler vraiment en étroite liaison avec eux. Alors c'est vrai que c'est plus difficile parfois dans certains collèges, plus il y a de professeurs, vous imaginez, plus c'est difficile évidemment, mais c'est une de ses missions, et c'est une mission qu'il réalise, je dirais, quotidiennement pour permettre à l'élève d'être le mieux possible. De plus en plus, avec l'évolution des supports numériques, maintenant par exemple certains professeurs entendants donnent carrément les cours sur clé au coordinateur du lycée qui peut ainsi préparer, anticiper, préparer des supports, etc. Donc on va aussi vers un meilleur partenariat avec les espaces numériques au collège qui se développent beaucoup parce qu'on a aussi des outils qui rendent plus facile la communication. Dernière chose, le coordonnateur du lycée est aussi un acteur premier du projet de l'élève en termes d'orientation post-collège. Et c'est en ça aussi qu'il est un acteur particulièrement important, on va dire, de la fluidité de son parcours, ce qui n'est pas une évidence au sortir du collège pour les jeunes qui sont avec des troubles spécifiques du langage et de la parole. Hein. Ça, c'est dans d'autres tables rondes. Ça, c'est dans d'autres tables rondes. Mais bon, ça mérite aussi d'être pointé. Voilà, il me semble qu'on peut s'en tenir là pour l'évocation de ce cas et répondre aux questions jusqu'à 16h. Répondre à maximum de questions, donc courtes, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question sur l'orientation des enfants multidis. Je suis maman d'un enfant qui est suivi par le Dr Land qui intervenait ce matin. Et ce qui a attiré mon attention, c'est sa réflexion et son observation sur le fait que malheureusement, les enfants atteints de troubles multidis pouvaient avoir la même prise en charge que des enfants pour lesquels on relevait un trouble mental. Alors, ma question c'est, déjà, à partir de quel âge, y a-t-il un âge minimum pour parler d'une orientation d'un enfant multidis en CLIS et quel CLIS finalement? Est-ce que on peut se satisfaire d'une orientation en CLIS 1 ou en CLIS 2, où on sait que notre enfant va être avec d'autres enfants, on est bien d'accord, différents, on est tous différents, mais qui ont peut-être des troubles totalement différents, si on parle d'un trouble mental. Donc en qualité de parent, on peut se dire, mais est-ce que le suivi de mon enfant va être adapté? Alors, peut-on se satisfaire d'une orientation en CLIS 1 ou en CLIS 2, ou alors d'une CLIS TSLP, et si... Parce que j'ai l'impression que c'est l'idéal, ça, la CLIS TSLP ou Ulysse TSLP. Mais alors, il me semble, et là vous allez pouvoir aussi répondre à la question, parce que ma question est multiple, hein, l'âge, l'orientation dans quelle CLIS, et est-ce qu'il y a des CLIS TSLP de partout? Est-ce qu'en Rhône-Alpes, il n'y en a qu'une? J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une, je ne sais pas. Et en Ardèche, parce que moi je suis de l'Ardèche, est-ce qu'il y en a une? Alors, voilà. dans le Rhône, je les ai sous les yeux, hein, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le département du Rhône, et il y a plus d'Ulysse, et ça s'explique. Je veux revenir sur les
CLIS 1, CLIS 2, etc. Alors, la CLIS 1, c'est le gros des troupes des CLIS du département du Rhône, par exemple, et de France et de Navarre également. Troubles des fonctions cognitives. Bon, donc on voit que c'est un intitulé extrêmement générique qui englobe un certain nombre de choses, dont effectivement la déficience intellectuelle. Tout à l'heure vous avez dit trouble mental. Bon, on était sur l'idée de la déficience intellectuelle, et ce matin effectivement il y a eu ce qui m'a intéressé énormément et étonné un petit peu, beaucoup d'informations nouvelles sur la manière dont on pouvait être dans la confusion entre le multidis et puis la déficience intellectuelle. Ça n'était pas si simple que cela, et ça méritait peut-être aussi qu'on soit moins clivant entre des problèmes cognitifs et des problèmes TSLP. Voilà. Donc CLIS 1, trouble des fonctions cognitives, ça c'est le texte qui est partout en France et qui peut-être dans votre département est le seul appliqué. CLIS 2, ce sont des CLIS réservés à des enfants déficients auditifs. CLIS 3, déficients visuels. CLIS 4, déficients moteurs. Pour les ULIS, ça n'est pas la même terminologie. On n'a pas de numéro. On a des ULIS, troubles des fonctions cognitives, des ULIS, troubles des fonctions auditives, etc., etc. Et aussi des ULIS pour les TED, troubles envahissants du développement. On a parlé ce matin du spectre autistique. D'accord ? Voilà. Notre département, je l'ai dit, a développé, parce que nous sommes un gros département avec beaucoup de population et un effort de développement de nos dispositifs très important. Nous avons pu développer, au sein des CLIS 1, on peut dire, des CLIS spécifiques TSLP. Après, la bonne réponse, c'est celle qui correspondra le mieux à la capacité, aux compétences, aux souffrances et aux forces d'un enfant. C'est-à-dire qu'effectivement, on a entendu ce matin que pour certains enfants multidis, les difficultés d'apprentissage sont telles, les apprentissages sont sans doute très empêchés. Peut-être que pour certains de ces enfants, j'ai bien écouté les médecins, ils sont peut-être mieux avec d'autres enfants qui, pour d'autres raisons, ont aussi des empêchements d'apprendre. Je n'ai pas de réponse générique. C'est la MDPH qui, dans son analyse du dossier, avec tous les paramètres, pourra éventuellement proposer la CLIS 1 ou la CLIS TSLP. Les TSLP tels que conçus dans notre département, et encore une fois je crains que dans l'Ardèche il n'y en ait pas, tels que conçus dans notre département, elles sont réservées, en tout cas elles sont bien organisées pour des enfants qui ont une bonne capacité à s'adapter au rythme de la classe ordinaire dans un grand nombre de disciplines et qui sont regroupés par l'enseignant de cette CLIS-là pour des apprentissages essentiellement en français, parce que là, ils ont besoin de compensation. Je suis un peu dans la caricature quand je dis cela, et je sens que Corinne Garafi me fait des signes pour me dire qu'elle a autre chose à dire là-dessus. Non, mais c'est vrai que ce sont des réponses très courtes, et on ne peut pas être dans une grande analyse. Moi, je vous répondrai comme a répondu ce matin Madame Blache, qui a participé l'année dernière, il y a peut-être 2 ans. Justement, il y a eu un grand colloque organisé par Vincent Desportes et les autres médecins présents ce matin sur le retard mental versus multidis. Ce qu'on sait, et ce qu'elle a souligné, je trouve c'est assez intéressant, c'est que c'est l'étude approfondie de l'élève. C'est-à-dire qu'on est multidis déjà quand on a 2 troubles, mais quand on en a 5, on a la même étiquette. Un enfant qui est multidis, qui aurait une très grande dysphasie, avec un retentissement très sévère et une très sévère dyslexie, est-ce qu'il est multidis tout comme un enfant qui a également, auquel va s'ajouter un trouble attentionnel, une mémoire auditive extrêmement peu performante, etc. Donc le premier, ils ont la même étiquette, le même diagnostic. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait ce matin, je ne sais plus lequel des médecins, qui disait c'est un autocollant et pas un tatouage. C'est-à-dire qu'au nom du diagnostic, il n'y a pas forcément adéquation entre, même si c'est très important d'avoir, mais pas toujours, et en particulier dans ce cas-là, me semble-t-il, entre multidis et une case. C'est multidis qui va s'incarner comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui est touché? Quel profil finalement d'apprentissage il a? Et dans telle ou telle classe, telle ou telle CLIS, telle ou telle ULIS, est-ce qu'on peut répondre le plus près possible à ce profil-là? Et parfois, effectivement, ce sera une CLIS TSLP, mais parfois, effectivement, ce sera, pour des enfants que j'ai eu en centre de référence à l'hôpital, je peux vraiment vous en témoigner, les parents étaient très peu contents, on va dire, au départ de cette orientation. Et finalement, pour cet élève-là, qui avait ce profil-là, mais aussi cette étiquette-là, quand je dis étiquette, c'est avec beaucoup de guillemets, bien sûr, ça s'est révélé plus opérant, parce que l'enseignement y était plus adapté, plus lent, avec des outils que maîtrisait l'enseignant qui convenaient à cet enfant-là, qui n'aurait peut-être pas du tout convenu avec un autre, qui avait le même diagnostic. Donc je crois qu'à chaque fois, il y a vraiment l'étude
je dirais presque très très fine, des points d'appui, des compétences préservées et des projets, des dispositifs qui vont accueillir ou qui pourraient accueillir cet enfant. Oui. Du coup, ça m'a fait penser, madame, que je devais aussi vous répondre la chose suivante par rapport aux départements comme l'Ardèche, où il y a par exemple 7 inspecteurs d'éducation nationale, alors dans le Rhône il y en a 29. Hein, pour vous donner une différence un petit peu de la population scolaire. S'il n'y a que des classes 1, pour autant, ces enseignants en classe 1, ils ont 12 élèves environ. Pour chacun de ces élèves, ils bâtissent une mise en œuvre du PBS adapté, c'est-à-dire que pour certains, ils vont faire plus d'inclusion dans les classes ordinaires, et pour d'autres, moins. Ils vont proposer des activités scolaires plus difficiles, hein, ou moins difficiles. Le mot d'ordre des CLIS et des ULIS, c'est bien la différenciation pédagogique pour chaque élève, un projet personnel qui va correspondre au plus près de leurs besoins. Donc ça n'est pas automatiquement un scénario qui est un scénario qui est moins bon que dans le département du Rhône. C'est un scénario qui va être adapté aussi à ce département-là. S'il vous plaît, et sur la question de l'âge de l'orientation, faut-il attendre la fin de la grande section? Non, alors l'orientation en CLIS, c'est 6 ans. Les CLIS, elles sont normalement à l'école élémentaire, sauf si dans votre département, il y a des particularités. On a dans le Rhône 1 ou 2 exceptions de CLIS maternelle, et c'est absolument original, et bon, c'est pour des particularités. Autrement, c'est quand, à partir de 6 ans, quand l'équipe pédagogique et la famille, d'une certaine manière, se pose la question de son bien-être scolaire et personnel. Hein, voilà. A priori, la loi 2005, elle a défini qu'on était en classe ordinaire et à l'école ordinaire autant que possible, avec tous les aménagements, les adaptations et puis les étayages possibles. Et à un moment, éventuellement, le dispositif est une réponse qui devient plus adaptée si ça devient trop compliqué en classe ordinaire. On est d'accord, pour certains enfants, dès 6 ans, c'est une nécessité pour certains. Voilà. De jeunes handicapés moteurs, par exemple, on peut imaginer que c'est mieux dès le départ s'ils ont des grandes difficultés d'apprentissage, par exemple. Une autre question? Bonjour, je suis maman d'une enfant de 9 ans qui est en CE2 et qui a été diagnostiquée dyslexique et a un gros retard de langage. La NDPH lui a accordé une AVS. L'école a le budget pour, mais ne trouve personne. Que faire, surtout que ma fille elle a un gros manque de confiance en elle, elle attendait beaucoup de cette AVS, et nous aussi nous sommes vraiment très déçus. Que faire dans ces cas-là? C'est une notification qui date de cette année, et vous êtes en phase de recrutement. Oui. L'école est en phase de recrutement. Alors quand vous dites elle ne trouve personne, ça ne va pas vous consoler, mais on ne trouve personne pour l'instant. C'est un recrutement qui passe par Pôle emploi. Oui. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, je crois que tout simplement, on n'a pas le choix. Il faut qu'on attende effectivement que Pôle emploi nous propose des personnes dans ces situations. Ça reste assez marginal ce que vous me dites. Et je crois quand même que vous êtes en dialogue avec l'école. J'ai le même problème. Et vous avez aussi le même problème. D'accord. Demandez, madame, vous n'êtes pas les seuls apparemment. Si vous êtes un département très rural. À Lyon. D'accord. C'est très rural, on va vous être persuadé. Je pense que c'est intéressant qu'il y ait tous ces bruissements là cet après-midi autour de cette question-là. Je peux imaginer qu'à cette date, un certain nombre d'aides humaines n'ont pas été mises en place, et effectivement, je ne peux pas dire que c'est un problème mineur. C'est une remarque que je vais faire remonter à M. Baglan, de façon à ce qu'il soit dans une analyse de la question un petit peu pointue, hein, et qu'il puisse voir comment accélérer dans un dialogue avec les pôles emploi. Vous avez compris qu'on est sur des contrats là, qui dépendent du pôle emploi et qu'on n'est pas maître de la situation. Hein. Voilà. Il n'empêche que nos directeurs académiques de dialoguer effectivement avec les pôles emploi pour essayer de mobiliser là-dessus, de faire en sorte que les choses aillent plus vite. Je n'ai pas vu de situation les années précédentes où nous n'avions pas trouvé de solution au bout d'un certain temps. Voilà. Vous me dites que oui, madame. Donc, je me trompe. Il y a des situations où ça n'a pas marché. Voilà. Cette année est sorti un texte sur l'aide mutualisée, qui est un texte qui devrait nous apporter une vraie bouffée d'oxygène en nous permettant de recruter des personnes pour des enfants qui n'ont pas besoin d'un AVS pendant 24 heures par semaine, qui seront mutualisables, c'est-à-dire partagées entre plusieurs enfants. Et je crois que ça va être une avancée importante, ça va se mettre en place dans les mois qui viennent.
Actuellement, en termes de recrutement, l'aide mutualisée n'a pas encore été mise en place complètement. Non. Bonjour, moi je suis la maman d'un petit garçon de 9 ans qui est dyspraxique bucco-facial, donc diagnostiqué depuis déjà 3 ans, donc il est scolarisé en CE2. Donc il a une EVS, et non pas une AVS, parce que l'AVS c'est vraiment la théorie, et dans la pratique dans les écoles on met en place des EVS qui sont moins diplômés et surtout qui ont des contrats beaucoup plus courts, puisque c'est 6 mois renouvelables 4 fois 6 mois. Donc il faut lutter constamment pour que la personne renouvelle son contrat, sans compter bien évidemment les dysfonctionnements administratifs, puisqu'il faut quand même dire que l'EVS est recruté, donc certes par l'école, mais ça passe par le Pôle emploi, après ça passe par le lycée recruteur, donc c'est le triangle des Bermudes. Pour peu que le dossier soit perdu au milieu, tout le monde se relance le bébé et personne ne sait où ça en est. Donc moi j'en ai eu des conséquences, puisque mon garçon donc, a perdu un trimestre sans EVS, alors qu'il a son ancienne EVS terminé son contrat en juin de son année précédente. Donc ce que je voulais dire, c'est que bon, il y a le problème des AVS. On nous dit qu'il y en a très peu dans le département, qu'elles sont plutôt privilégiées pour les collèges et les lycées. Donc dans le primaire, on met plutôt des EVS. Donc il y a le problème de recrutement. C'est un peu difficile pour la stabilité de l'enfant qui a déjà des troubles et pour peu qu'il soit multidis, des difficultés d'apprentissage assez difficiles. Donc moi je voulais savoir comment on pouvait expliquer au directeur de l'école et à l'enseignant que malgré tous les efforts qu'on fait pour maintenir l'enfant en milieu ordinaire, on pouvait envisager plus tard une notification en CLIS. Et une CLIS, pour ma part, c'est donc une notification qui vient d'être attribuée en CLIS TSLP. Comment l'enfant pouvait vraiment être... les parents pouvaient être sûrs que la CLIS TSLP soit le plus adéquate pour l'enfant. Vous avez une réponse? Alors, personne ne pourra vous dire avant que c'est sûr et certain que ce soit la bonne orientation. Par contre, si votre enfant n'est pas bien là où il est, il faut essayer autre chose. Pardon? Il n'y a pas de top 10 des écoles? Non, puis vous n'allez pas choisir l'école où il va aller non plus, ça va être une question de secteur. Comme vous l'a dit Mme Ritter, il y en a 7 dans le département, au niveau des CLIS TSLP qui sont plutôt pour les élèves 10. Les élèves vont aller sur la CLIS le plus proche de leur domicile. Parce que si votre enfant, on le prend le matin à 6h et qu'on le ramène à 7h le soir, je pense que vous ne serez pas d'accord et c'est normal. On ne peut pas non plus... donc, par principe, il n'y a pas de top 10, elles sont toutes bien. Bon, encore une fois, j'ai entendu ce que vous avez dit sur le recrutement des ES et nous savons à quel point l'itinéraire est compliqué. Nous avons dans le département du Rhône, à cette date, 2700 enfants adolescents accompagnés par ce qu'on appelle une aide humaine sous différents contrats. AVS, EVS, vous avez fait une peinture, madame, qui est très juste en termes de choix, voilà, et en termes de formation de ces personnels de recrutement. Sauf que, évidemment, les services s'attachent à apporter la meilleure adéquation entre les besoins et puis la personne qui est affectée. Ça, il y a un grand soin qui est apporté. Après, il me semble quand même que ce que vous avez décrit par rapport à ce parcours du combattant de mise en place d'AVS avec l'établissement mutualisé temps, etc., c'est l'année dernière que nous avons vécu des soubresauts absolument insupportables qui nous ont tous mis à mal et dont nous avons été plus victimes qu'acteurs. Voilà. Il me semble que cette année, et j'ai peur là de soulever encore des bruissements importants, mais ça fait rien, le bilan que nous en tirons nous, la direction académique, c'est que cette année les choses sont allées mieux en termes de recrutement d'AVS. J'entends bien que certains me disent que non.
cette année, les choses sont allées mieux dans la possibilité de faire fonctionner des recrutements d'EVS. Voilà. Je sais que l'année dernière, nous avons tous été très en souffrance. Alors qu'elles vont travailler avec des enfants en bas âge qui ont besoin de stabilité, elles ne peuvent avoir qu'un contrat de 2 ans. Ouais. Pourquoi des contrats précaires? Pourquoi elles ne peuvent pas poursuivre leur mission dans l'éducation nationale? Ça ne nous appartient pas, c'est une question réglementaire. Hein, c'est une question réglementaire liée au contrat. Nous n'avons pas le choix. Si vous voulez, chaque département, chaque académie, chaque département reçoit un certain contingent de certains types d'accompagnement humain. Nous sommes en 5 ans sur un développement très important de ces moyens d'accompagnement. Voilà. Et en parallèle, il y a une demande encore plus importante qui ne la laisse pas, qui nous interroge beaucoup. Hein, voilà. Et pour nous, il y a aussi cette interrogation sur les limites de l'accompagnement humain, pour les raisons que j'ai déjà dites, à savoir jusqu'à quel point doit-on accompagner un enfant dans son parcours sans le rendre absolument dépendant, et puis jusqu'à quel point peut-on mettre dans une classe, c'est une autre question, un nombre important d'adultes qui accompagnent les élèves sans nuire au dispositif d'enseignement et au vécu de classe qui doit être un vécu a priori d'un groupe d'élèves avec un enseignant qui enseigne. Vous voyez, c'est ça notre modèle scolaire. Hein, voilà. Donc tout ça, ça nous interroge beaucoup, il y a des équilibres à trouver, et bon, pour autant, il y a une demande de plus en plus importante. Il faut que nous apportions aussi d'autres réponses en termes d'adaptation pédagogique, nous en avons conscience. Voilà. Bonjour, moi je suis la maman d'un petit garçon qui a 5 ans, qui est dysphasique. J'ai la chance d'être dans une école où il y a une équipe éducative autour de mon fils. Je remercie le docteur Trouillet d'ailleurs, parce qu'on se voit, voilà. Et j'ai la chance de bénéficier d'une AVS, donc j'en ai de la chance. Cependant, non mais je le reconnais quand même. Cependant, je me pose une question. Les AVS n'étant pas formées pour, je dirais, différents soucis, notamment des dys, parce qu'on est sur le... Alors, bon, moi je bénéficie d'une autre expérience, même si voilà, ça peut exister. Est-ce qu'elles peuvent participer aux commissions éducatives autour de l'enfant? C'est ma question. Alors, juste une insiste pour dire que quand vous dites que les AVS ne sont pas formées, c'est vrai qu'elles sont formées d'une manière un peu générique, hein, évidemment, parce qu'elles peuvent accompagner tout type de handicap, et que ensuite c'est bien l'enseignant qui va leur donner les consignes de travail qui vont leur permettre d'assumer leur mission. Est-ce qu'elles peuvent assister... Si l'enseignant n'est pas formé à ça et n'a pas les... Non, enfin, je vais vous donner un exemple concret pour... Je finis de répondre, madame. Voilà. Juste, est-ce qu'elle peut assister à l'équipe éducative ou à l'ESS? Oui. Moi, quand je suis dans l'ESS, je les vois très souvent présentes, exposant un certain nombre de choses et apportant leur pierre à l'édifice. Bon, voilà, merci. Alors, je voulais rajouter pour les AVS, enfin pour les EVS, il y a un modèle, enfin, il y a des modules qui sont présentés aux AVSI. Donc il y a un module dyspraxie, un module dysphasie et un module dyspraxie. Je peux vous le dire parce que moi je fais la formation dysphasie auprès de l'AVSI, auprès de l'inspection académique. Donc c'est vrai que je vous parlerai aussi peut-être tout à l'heure après les questions des avancées, parce que c'est vrai que j'entends bien toutes les souffrances. Moi je suis maman, mon fils a 18 ans et à l'époque, AVS il n'y en avait pas. Zéro. CLIS, ULIS, c'était les toutes premières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les parents, vous avez quand même la chance peut-être, alors je sais qu'il y a encore des souffrances sur le terrain, qu'il y a des choses à améliorer, mais il y a eu un sacré effort de fait et d'acheminement sur la formation et l'enseignement en général des enseignants. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de dysphasie dans une classe, ils savent à peu près ce que c'est. Bon, ils ne vont pas vous donner la définition exacte, mais ils en ont entendu parler. Je peux vous assurer qu'il y a 15 ans, c'était complètement inconnu. Donc il y a eu quand même des choses d'avancées. On continue d'avancer ensemble parce que je crois que le partenariat est essentiel pour avancer. La colère ne fait pas toujours avancer. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça, et ça existe donc ces modules. Bonjour, alors je suis Corinne Seguda, je suis AVSCO, il y en a, hein, et AVSI dans la Loire.
Et pour vous dire qu'on peut être recruté et avoir des contrats qui durent plus longtemps, puisque mon contrat est un contrat d'assistante d'éducation. Et je ferai ma fin de carrière, je pense, dans l'éducation nationale. La chose que je pourrais regretter, c'est que AVS ne soit qu'une fonction et non pas un métier. Mais on n'est pas là pour en discuter. Je voudrais, moi, témoigner. Cette année, dans la classe, nous avons un enfant qui correspond à ce que vous venez à la deuxième situation. C'est un élève dysphasique qui vient d'arriver en classe, qui avait une AVS quand il était en milieu, entre guillemets, ordinaire, et qui a cette année beaucoup d'inclusion. C'est un enfant qui est très fatigable, comme le sont les 10 et puis les enfants qui ont des problèmes. Hein. Et lorsqu'il arrive dans la classe donc il va en intégration dans sa classe de CM1, il suit plutôt les cours de CE2, il fait des maths, il fait de l'anglais, de la géométrie, de l'histoire, de la géographie, de l'éducation physique, de l'art, et il revient donc dans la classe pour tout ce qui est apprentissage de la langue, du langage écrit et oral. Cet enfant, quand il arrive, est très très fatigué et n'a pas envie du tout de travailler. Donc il est très difficile de mettre ça en place. Et bon, avec l'enseignante, nous nous posons donc beaucoup de questions, elle m'en posant et moi lui en posant aussi. Et moi, très souvent, je me demande ce qu'il est nécessaire de privilégier en fait. Qu'est-ce qui serait le plus important pour lui? L'intégration, les parents en parlent énormément de cette inclusion dans les autres matières. Et quelque part, moi, il me semble qu'on laisse un petit peu tomber l'apprentissage de la langue. Alors, on sent votre expérience. Après, je dirais, on se pose des questions, c'est assez naturel, mais après, il y a quand même quelque chose qui est garant de ça. Et le garant, c'est le projet, la mise en œuvre pédagogique du projet personnalisé de scolarisation, qui doit dire quand est-ce qu'effectivement, enfin dire au sens de signifier bien sûr, quel emploi du temps il a, quand est-ce qu'il est en inclusion scolaire, pour quelles raisons, pour quels objectifs, qu'est-ce qu'il y fait, et surtout, comment, surtout parce que ça me paraît extrêmement important aussi, comment et quand il va apprendre la maîtrise de la langue et avec qui. Voilà. Donc effectivement, ce projet-là, il est rédigé par l'enseignante, avec toutes vos interrogations et tous les éléments aussi qu'elle va collecter dans le partenariat auprès de ses collègues, auprès des évaluations aussi de l'élève, de la prise en compte de ses compétences, de ses difficultés, et après écoute des parents. Mais après, il y a quelque chose qui doit être structuré et qui est valable pour l'année scolaire, qui est bien sûr révisable à tout moment, mais qui doit guider un petit peu l'action. L'enfant, il ne va pas en inclusion juste pour aller en inclusion, hein, normalement. Enfin, voilà. Et c'est vrai que c'est peut-être le projet qui est peut-être pas suffisamment, je ne le connais pas, je ne peux pas apporter du tout de jugement, mais mal communiqué ou pas assez affiné aux yeux de la famille, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Oui, bonjour. Moi j'avais une question par rapport à l'articulation entre les rééducations et la scolarité, justement, où je voulais savoir si il y avait des consignes au niveau de l'académie sur la possibilité des enfants d'aller à des rééducations pendant le temps scolaire, ou pas, ou si c'est laissé à l'appréciation des écoles. Alors, je ne parle que du département du Rhône, là, hein, puisque c'est une réunion département du Rhône et je représente effectivement le directeur académique, on va dire. Hein. Alors, si l'enfant a un PPS, hein, s'il est dans le champ du handicap, en toute logique, c'est le PPS qui devrait préciser cela. Hein. Donc, nous pouvons espérer qu'à moyen terme, voire court terme, la MDPH va pouvoir spécifier ces choses-là. Parce qu'évidemment, pour certains enfants, c'est absolument fondamental que ça puisse se faire sur le temps, on va dire le temps de classe. Autrement, ça surrajoute, et on a bien juste à l'instant parlé de la fatigue, et voilà, il faut prendre cela en compte. Donc pour l'instant, c'est dans le cadre de la mise en œuvre du PPS, élaboré par l'équipe éducative, qui devrait être élaboré pour tout enfant qui a un PPS, que c'est l'emploi du temps, que cet emploi du temps doit pouvoir être mis en place en accord avec la famille et donc appliqué. Si l'enfant n'est pas dans le champ du handicap, s'il n'y a pas de PPS, à ce moment-là, on l'a dit tout à l'heure, le contrat d'aménagement de la scolarité peut permettre de trouver une place pour ce temps rééducatif sur le temps scolaire. Mais, quel que soit cet enfant, il faut quand même mesurer que c'est l'équilibre dans le meilleur intérêt de l'enfant qui est à rechercher.
ni le confort des uns ni le confort des autres. Hein. Quand l'enfant n'est pas en classe, il y a des apprentissages qui ne peuvent pas se réaliser. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour eux? La question à se poser, c'est que faut-il faire pour lui? Est-ce qu'il faut libérer lui dans une classe pour qu'il puisse aller en orthophonie? Ou est-ce qu'éventuellement, il peut y aller à l'extérieur? Il est clair aussi que parfois, les orthophonistes proposent des plages horaires uniquement sur le temps de classe parce qu'elles ne peuvent pas, entre guillemets, pour le dire familièrement, caser tout le monde le soir ou le mercredi. Voilà, il y a tous ces paramètres et il faut essayer de conjuguer tout ça. La réponse départementale, c'est qu'évidemment, on tente de s'adapter à l'intérêt de chaque élève. Bonjour, alors je suis maman d'un petit garçon qui est dyspraxique avec des troubles de l'attention. Il a été diagnostiqué il y a à peine 4 mois, donc c'est tout nouveau pour nous. Sa première réaction, j'ai trouvé que c'était plutôt du soulagement parce que on mettait des mots sur ses difficultés. Ensuite, là il est rentré en CM1 et depuis quelque temps en fait c'est des insultes et des moqueries envers ses... Enfin, c'est lui qui se moque en fait de ses camarades et on a la présence du mensonge qui apparaît très très fréquemment à la maison, à l'école. Donc déjà, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. Suite à ces problèmes qui sont nouveaux, on nous a conseillé de voir une psychologue. Alors l'autre question que je me pose, c'est que Jules actuellement, il est suivi par un ergothérapeute qui intervient à l'école pendant le temps scolaire. Il a été déjà, avant le diagnostic, suivi par un psychomotricien. Il a un problème de strabisme, il y aurait besoin d'un orthoptiste. Ça fait beaucoup de choses et il est fatigué et tout le monde est un peu malmené. Vous voulez répondre, docteur? Oui, je pense que votre enfant est en souffrance, ce qui fait que même si le diagnostic a été posé, peut-être qu'il a du mal à digérer ce diagnostic-là et à se dire qu'il n'est pas comme les autres. Du coup, il réagit de façon agressive et en rejetant les autres. Et je pense qu'un suivi psychologique est nécessaire pour qu'il puisse verbaliser sa souffrance, j'allais dire, la mettre en dehors de lui et s'accepter comme il est. Ce qu'il y a, c'est que le suivi psychologique, ce n'est pas immédiat, ça nécessite du temps et de la patience et de la compréhension. La compréhension sans tout laisser passer. C'est vrai que c'est l'équilibre à trouver qui est difficile, tant en tant que parent éducateur, qu'en parent coucounant. On n'a pas envie de faire du mal à son enfant, mais aussi on doit quand même lui mettre des limites. Donc c'est cet équilibre-là en tant que parent qui est difficile à gérer et qui est aussi difficile à gérer pour l'école. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que depuis la maternelle, tous les enseignants qu'il a eus donc depuis la petite section nous disaient: oh là là, Jules, il est dans son nuage, il est très rêveur, il est dans son monde. Voilà. Donc tout a été mis là-dessus. En CP, difficulté à lire de manière correcte. L'enseignant lui a proposé une méthode des alphas. Bon, ça l'a aidé, c'était ludique. On a dit, bon, bah, c'est reparti. CE1, la maîtresse désemparée, donc l'a mis complètement de côté. Il a perdu une année. Et moi, depuis le CP, je dis, il y a quelque chose qui cloche. À la maison, on voyait bien, il mangeait systématiquement avec les doigts. Problème d'énurésie, problème, enfin, plein de choses. Donc, j'ai demandé au directeur de faire quelque chose. Il m'a dit, bah, écoutez, on va voir avec la psychologue scolaire. Donc, on l'a rencontré. Ce qui en est ressorti, c'est que j'étais une maman beaucoup trop possessive et qu'il était immature. Donc je veux bien qu'il soit immature, mais il y a un moment où je pense qu'il faut quand même passer au-delà. C'est un enfant qui a un trouble. Il y a automatiquement un retentissement sur le comportement parental. C'est obligatoire. Donc il faut arriver justement à poser le diagnostic pour dire oui, puis c'est normal qu'on soit en tant que parent
plus attentif, qu'on pense un enfant dyspraxique qui met du temps, il ne sait pas s'habiller, donc on va l'habiller. Et le regard des autres, arrête de l'habiller, il est grand, maintenant laisse-le. Voilà. Et les parents sont aussi coupables de ça, de cet enfant, parce qu'ils se sentent pas bons éducateurs. Ils sont trop couvants, ils sont trop bienveillants, ils sont trop... Voilà. C'est pas vraiment le cas, c'était plutôt débrouille-toi. Oui, mais au bout d'un moment, il faut... Alors, on a une psychologue scolaire juste à côté, peut-être que je peux lui donner la parole. Je n'osais pas dire que les psychologues scolaires, je vais prendre la parole de mon propre chef. C'est moi qui l'ai demandé. Oui, justement, avant que vous parliez de la psychologue, que vous aviez rencontré la psychologue scolaire, je voulais vous dire qu'effectivement, nous étions là comme aussi ressources pour aider un enfant à se sentir bien à l'école. On est là aussi pour faire un peu l'interface, j'allais dire, entre l'enseignant qui des fois justement a des réactions, ce qui peut se comprendre parce qu'il a toute sa place aussi à gérer, qui ne comprend pas bien peut-être le handicap de l'enfant. À nous aussi d'expliquer ça. Et donc voilà, moi j'allais vous dire, allez donc voir un psychologue scolaire pour parler de justement de ce comportement-là à l'école. Il est possible qu'avec quelques entretiens seulement, parce que j'entends bien qu'il a beaucoup de rééducation, c'est quelque chose qui pourrait bouger, parce que ça peut être réactionnel seulement à une situation, à un moment donné seulement. Voilà, moi j'allais dire que je voulais saluer la présence des parents qui étaient ici. Je sais combien c'est douloureux pour eux, c'est une souffrance d'avoir à accompagner son enfant. Ceux qui sont là, je pense que déjà ils ont beaucoup cheminé, puisqu'ils ont déjà... Ils ont pris conscience que ça pouvait être un handicap. Moi, je vois beaucoup de parents qui n'en sont pas là. Et quand on commence à parler de justement une compensation et qu'on va faire un dossier à la maison départementale des personnes handicapées, c'est très 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 douloureux et c'est quelquefois, j'allais dire, refusé dans un premier temps, ce qui est normal. Et j'allais dire... Pour nous, on n'a pas de jugement à avoir par rapport à ça, à l'école. On sait que c'est difficile et qu'il faut cheminer avec vous. Sachez qu'en tout cas, que les psychologues scolaires, normalement, sont là aussi pour vous accompagner à cheminer. Voilà. Une dernière question, Elvio, pour ne pas rater la table ronde. Bonjour à tous. Moi, j'ai juste une question par rapport au fait que ce matin, les médecins disaient qu'ils avaient quand même pas mal cheminé et pas mal avancé sur les questions 10. Vous, de votre côté, vous avancez aussi. Et ma question était la suivante, est-ce que, éventuellement, pour régler tous ces soucis d'ABS, d'EBS, etc., est-ce que la solution ne serait pas, pour les enfants bis qui sont scolarisés en milieu scolaire classique, est-ce qu'il ne serait pas d'envisager des formations pour les enseignants ? Parce que moi, ma fille est dyspraxique et a des troubles attentionnels, elle est en CP cette année. J'ai rencontré son enseignante et la réponse que j'ai eue, ça a été « je n'ai pas de formation ». Alors je ne sais pas comment il faut interpréter cette réponse, mais je voulais savoir si sur l'avenir, il y avait des solutions de formation qui seraient envisagées sur les enseignants de milieu classique, pour pouvoir justement accompagner nos enfants et qu'une réponse soit donnée, peut-être en évitant pour certains des solutions qui subissent, etc., des choses peut-être plus adaptées. Alors, on va conclure sur cette question de la formation qui est une question cruciale, récurrente, et j'ai envie de vous dire que moi, ce qui m'étonne presque, c'est qu'elle existe encore exprimée de cette manière-là, parce que ces 5 dernières années, il y a eu énormément d'efforts de formation de la part de l'inspection académique. Il y a eu des animations pédagogiques systématiques d'information pour tous les enseignants du département. Donc, il y en a qui sont arrivés depuis, je veux bien imaginer. Il y a aussi des modules d'initiative nationale qui sont proposés par l'UNFEM. Il y a des animations pédagogiques pour les débutants. Il
il y a notre livret qui est un outil d'information. Je crois que quand les enseignants vous disent ça, ils ne disent pas la même chose que ce qu'ils disaient il y a 5 ans. Il y a 5 ans, effectivement, ou encore plus il y a 10 ans, ils pouvaient dire, en toute honnêteté, un élève 10, je ne sais pas du tout que ça existe. Hein. Bon, maintenant, je crois que ce qu'ils peuvent vous dire, c'est j'ai reçu une information et j'ai reçu une formation sur la question du handicap en général. Et ça, c'est pas un mince problème. C'est-à-dire que, certes, votre enfant TSLP, c'est le plus important pour vous, des enfants du monde. Mais l'enseignant dans sa classe, et certains d'entre vous sont à la fois parents et enseignants, ils voient bien ce que je veux dire, l'enseignant dans sa classe, il a à gérer 30 ou 25 individualités, dont peut-être 10 méritent une adaptation à un trouble ou à une difficulté, à un problème, etc. Et c'est quand même cette évolution de notre institution qui impose aux enseignants d'être attentifs à chacun et de proposer à chacun un parcours scolaire adapté, qui fait que les enseignants ont ce sentiment de ne pas être suffisamment formés à tout. Nous ne pourrons jamais les former à tout, ou alors il faudra y passer les 42 années de leur carrière. Donc nous les formons sur des principes généraux, nous leur donnons de l'information sur des spécificités, nous n'en faisons sans doute pas assez, nous pourrions nous améliorer quantitativement et qualitativement, mais après c'est vrai que ce que nous renvoyons aux enseignants, c'est la nécessité pour eux, quand un enfant particulier arrive dans leur classe auquel il faut apporter des réponses particulières, de s'informer à titre de démarche individuelle et pourquoi pas auprès de vous parents et en tout cas auprès des partenaires. Hein, voilà. Je crois que c'est ça la réponse maintenant que nous leur donnons. Il faut aussi que quand un enfant de 10 arrive dans la classe, ils aillent chercher le livret et puis qu'ils discutent avec les partenaires, orthophonistes, etc. pour pouvoir adapter mieux. Alors Madame Ritter, pour finir de répondre juste à Madame, il existe des formations, il en existe beaucoup. Moi-même cette année, j'en fais à peu près une dizaine qui s'intitulent le trouble des apprentissages à dyspraxie visio-spatiale et jeux mathématiques. Donc vous voyez des choses très fines et des choses plus voilà. Il y a aussi deux choses. Le livret, c'est leur partenaire institutionnel, mais ça reste un livret. Dans chaque école est rattachée à une circonscription, comme on l'a dit. Dans chaque circonscription, vous avez un IEN. Et cet IEN est accompagné de 2 conseillers pédagogiques. N'importe quel enseignant peut faire appel à son conseiller pédagogique qui est là pour l'aider, l'épauler, le conseiller, et lui l'aider aussi à trouver des solutions qui sont parfois complexes, et il a aussi besoin d'aide. Et si besoin, il y a également les conseillers pédagogiques en ASH au-delà des formations qui sont joignables, donc par exemple en l'occurrence moi, par leurs collègues pour venir en appui, en expertise sur des outils ou des domaines plus spécifiques. Donc l'enseignant, il peut trouver un interlocuteur et de la formation. Mais peut-être qu'il n'y pense pas aussi. Je suis désolée, mais l'heure c'est l'heure, on est obligé de conclure. Alors, avant que tout le monde se lève, je voudrais quand même remercier particulièrement les intervenants là, parce que voilà, ils ont le courage de venir aussi vous entendre et de répondre à vos questions au maximum. C'est pas toujours facile. Et puis, il faut quand même dire qu'il y a eu des avancées. Alors, je sais que c'est difficile pour certains parents d'entendre ça, on peut toujours faire mieux. Le but des associations et de se regrouper, c'est aussi ça. C'est pas individuellement qu'on fera avancer les choses, c'est en groupe. Donc je vous encourage, si vous voulez que certaines choses évoluent aussi, c'est de vous regrouper dans des associations. C'est au niveau du ministère aussi que certaines choses doivent bouger, mais pas forcément au niveau du département seulement. En tout cas, le Rhône, on a une chance. Je suis maman, comme vous. Je crois qu'on peut dire qu'on a eu une vraie chance de partenariat depuis des années et des années, et qu'il y a une écoute très particulière de l'inspection académique du Rhône, et que ça, je peux que les remercier. Ils font aussi ce qu'ils peuvent. Il y a eu des avancées, je pense qu'il y en aura d'autres. Et voilà, donc tout n'est pas négatif non plus. En tout cas, je vous souhaite bon courage quand même, et on est à votre disposition.